À 3000 mètres d'altitude, la végétation est desséchée par le soleil et l'eau se fait rare. Plus bas, au contraire, dans la moiteur tropicale, les grands arbres s'élancent vers le ciel pour chercher la lumière. Les animaux des régions méridionales de l'Afrique du Sud se sont donc habitués à des climats variés et souvent tourmentés. À présent, l'océan se déchaîne et le ciel s'effondre. C'est le retour tonitruant de la saison des pluies. À la pointe sud du continent africain, de la péninsule du Cap jusqu'aux mangroves du KwaZulu-Natal, en passant par les falaises du Drakensberg, la faune sauvage se prépare à affronter une nouvelle dépression tropicale. Il règne ici un air de bout du monde. Et pour cause. Classée en réserve naturelle, l'extrémité de cette péninsule demeure sauvage. Les plages du Cap de Bonne-Espérance profitent aux limicoles qui trouvent ici de quoi s'alimenter. Tôt le matin, les avocettes élégantes ouvrent le bal. Grâce à leur bec courbé, elles ratissent le sable humide et dégotent de petits crustacés et quelques insectes. La mouette aimerait bien pouvoir en faire autant. La sieste digestive s'opère debout sur une patte pour les équilibristes ou couché pour les plus fatigués. Goélands et cormorans attendent que la marée redescende pour chercher leur proie sur l'estran. Plus prosaïque, les babouins profitent de ce que la marée haute leur apporte. Hélas, il s'agit souvent de détritus, plus à même de les empoisonner ou de les étouffer, que de leur fournir une alimentation saine. C'est d'autant plus regrettable que cela habitue ces singes à rechercher de la nourriture dans les ordures ménagères, et donc à s'approcher des zones urbaines. Avec leurs canines de 3 cm, ils peuvent alors devenir revendicatifs, voire agressifs, ce qui les rend nuisibles aux yeux de la population. Mais sur le littoral, les babouins sont protégés et n'ont aucun prédateur. Ils ont donc tout loisir de faire comprendre aux ouèdes d'Égypte qu'ils sont les maîtres des lieux. Le groupe est composé d'une quarantaine d'individus des deux sexes, dirigés par un mâle dominant. Les femelles s'occupent de leurs petits et parfois de celui d'autres femelles décédées ou qui les auraient abandonnés. Le matin, la troupe se disperse pour se nourrir. Les babouins sont omnivores, mais ici leur régime alimentaire est principalement composé des innombrables espèces de plantes qui font la richesse floristique de la région du Cap. Heureusement, ce primate pratique instinctivement la gestion durable de ses ressources, car au lieu de se jeter à corps perdu sur le premier buisson appétissant qu'il rencontre, il grappille seulement quelques feuilles de ci de là. Ainsi, en répartissant ses prélèvements, il épargne chaque plante tout en diversifiant son alimentation. Les plantes succulentes sont d'autant plus précieuses qu'elles lui procurent une grande partie de l'eau douce dont il a besoin. Il s'en délecte frénétiquement au point de devoir stocker dans ses abajoues ce qu'il n'a pas le temps d'avaler. Outre les plantes succulentes, la région floristique du Cap est constituée de plantes à bulbes, de bruyères et de protées. En fin de compte, 70% des 9000 espèces de végétaux présents ici sont endémiques, ce qui fait de cette région floristique la plus riche au monde par rapport à sa surface. Appelé fynbos, ce maquis buissonneux est si varié qu'il regroupe à lui seul 20% de toutes les plantes du continent africain. Le zèbre de montagne du Cap profite lui aussi de ce festin végétal. À l'exception de quelques antilopes, c'est le seul grand mammifère à vivre encore sur la péninsule où il a été réintroduit en 1984. Cette sous-espèce de zèbre a frôlé l'extinction, puisqu'au milieu du XXe siècle, il n'en restait plus qu'une centaine dans toute l'Afrique du Sud. En effet, sa robe densément striée et tirant sur le brun était particulièrement recherchée par les chasseurs.
L'élégance et le graphisme de sa tête le rendent reconnaissable au premier coup d'œil. Aujourd'hui, ce zèbre savoure un régime aux 1000 saveurs et profite d'une tranquillité absolue entre mer et montagne. Si le climat est ici de type méditerranéen, il n'en est pas moins tourmenté pour autant, car la péninsule du Cap est bordée à l'est par les eaux chaudes de l'océan Indien et à l'ouest, côté Atlantique, par le courant froid de Benguela. Il en résulte un vent permanent qui offre un terrain de jeu idéal aux fous du Cap. Particulièrement à l'aise en vol ou en plongée lorsqu'il pêche sardines et anchois, le fou du Cap éprouve néanmoins quelque embarras au moment de rejoindre sa colonie. Il n'est guère aisé de reconnaître sa partenaire et leur nid parmi ses milliers de congénères. Pour repérer les lieux et adopter la bonne approche face au vent, l'oiseau effectue plusieurs passages en rase-motte avant de se poser. Les fous ne doivent pas l'être tant que cela, puisqu'ils volent tous dans le même sens afin d'éviter les collisions. Passé les salutations d'usage, la tête dressée vers le ciel, vient le moment de s'occuper du nid. Nous sommes en septembre, en plein cœur de la saison de nidification. Le nid sera constitué de terre et de coquilles, le tout aggloméré dans une belle motte de guano. Excellent fertilisant agricole, ce guano a été récolté par l'homme tout au long du XXe siècle. Aujourd'hui, seuls les oiseaux convoitent encore les plus gros morceaux de guano. Dans un espace aussi restreint, le chapardage est fréquent, ce qui occasionne querelles de voisinage et forcément prise de bec. La vie en communauté étroite offre néanmoins des avantages, notamment celui d'être moins vulnérable aux attaques de taris. Elle permet aussi de rencontrer facilement l'âme sœur. Ensuite, les couples restent liés durant plusieurs saisons. Il faut cependant entretenir la flamme, ce qui passe par des parades démonstratives au cours desquelles les becs semblent tricoter le lien affectif unissant le couple. Les pattes dans la boue, mais le cœur à la fête, les fous du Cap ne font guère attention aux caprices du ciel. Car les changements météorologiques sont ici brutaux. Le vent a tôt fait d'amener des nuages annonciateurs d'orage. En un quart d'heure, la température chute de plusieurs degrés et de violentes bourrasques balayent les fines bosses, comme pour en arracher le feuillage. Perdue dans cette tempête du bout du monde, une autruche solitaire fait front. Continuant à picorer ce qu'elle peut, elle demeure face au vent, soucieuse de conserver toutes ses plumes. Les bourrasques ne la perturbent pas, elle en a vu d'autres. Et même lorsque les nuages s'affaissent au niveau de la mer, les animaux prennent leur mal en patience. Les bondbox en profitent pour ruminer, tandis qu'une patrouille d'ibis sacrés défie les éléments. L'océan Atlantique déchaîne sa puissance. C'est un maelstrom d'écume, de mousse et de nuages qui s'abattent sur la côte, comme si la mer tentait de reprendre cette langue de terre qui ose empiéter sur son territoire. La nuit n'apportera qu'une courte accalmie.
Après une nuit aussi agitée, le réveil est laborieux pour les manchots du Cap. Surtout lorsque les plus dégourdis sonnent le clairon. Même s'ils nichent sur la terre ferme, la vie des manchots est entièrement tournée vers la mer. Aussi, le premier rituel de la matinée consiste à se rendre au bord de l'eau pour juger de son état. À marée basse, tout est calme. Seul un baleineau, sans doute égaré, vient fendre la surface. Mais ce calme ne dure pas, car un nouvel orage s'annonce sur le littoral. Comme beaucoup d'animaux, les manchots redoutent les grondements du tonnerre et observent le ciel avec circonspection. C'est habituellement l'heure où ils vont faire leur toilette en mer. Mais est-ce prudent actuellement? Ils décident finalement de rester à l'abri des rochers. La baignade peut attendre. La menace passée, les manchots réexaminent la situation. Lorsque le plus intrépide s'aventure hors de l'abri, les autres suivent, animés par un enthousiasme prudent. Les oiseaux se jettent à l'eau avec un plaisir évident. Barboter ainsi leur permet de nettoyer leur plumage, mais aussi de pratiquer une gymnastique matinale. Encouragés par l'audace de leurs congénères, d'autres manchots se joignent à la fête. Au moindre signal d'alerte, sans doute une algue flottante confondue avec une otarie, les manchots regagnent la plage comme un seul homme. Mais une fois au sec, les oiseaux se languissent déjà de la mer. Cependant, aucun n'ose se baigner seul. L'heure est alors au conciliabule. Puisque le meneur ne semble pas d'accord pour retourner à l'eau tout de suite, la toilette se poursuit sur le sable. Lorsque l'un s'y met, tout le monde s'y met. Il n'empêche qu'il n'y a rien de mieux que la baignade pour se dégourdir. Et ce manchot aimerait bien faire trempette à nouveau. Il fait mine de se préparer à plonger, espérant être rejoint par quelques camarades. Se prenant un vent, le manchot entame une retraite stratégique. Il décide d'aller chercher ses compagnons dans l'espoir de les entraîner vers la colonie principale, située dans la crique d'à côté,
où il trouvera plus de partenaires de plongée. Une fois que tout le monde est réuni, la petite troupe se met en marche. Ils ont au fait de rejoindre le reste de la colonie. Les manchots du Cap sont donc des oiseaux extrêmement sociaux qui comptent en permanence les uns sur les autres. Plus ils sont nombreux, plus ils semblent s'épanouir. Malheureusement, l'espèce est gravement menacée. Au cours du XXe siècle, sa population est passée de 1,5 million à seulement 200 000. Le phénomène continue à s'aggraver puisque leur nombre n'est plus que de 50 000 individus aujourd'hui. Pourtant, l'espèce est bien protégée avec des aires de nidification préservées. Mais elle demeure victime de la pollution de son habitat, notamment à cause des marées noires et des dégazages sauvages. Elle subit aussi la concurrence alimentaire occasionnée par la pêche industrielle, qui oblige les manchots à s'aventurer toujours plus au large pour trouver des poissons. Il faut espérer que le charisme de cet animal et l'impact bénéfique de sa présence sur le tourisme incitera à mieux le protéger. Bientôt, la marée remonte et l'océan recouvre sa splendeur. Au sommet de la falaise, un animal inattendu a élu domicile. Une famille de damans des rochers trouve ici tout ce dont elle a besoin. Une vue dominante, des cavités où s'abriter et une abondance de soleil qui est indispensable à sa thermorégulation. Pour cela, le petit mammifère sort de sa tanière avec prudence et trouve un endroit bien exposé d'où il pourra faire le guet. Certains membres du groupe se réchauffent ainsi durant de longues heures, tandis que les autres se nourrissent. La falaise leur procure une large variété de plantes succulentes, capables de satisfaire tous les appétits, mais également de les réhydrater. Car après le passage de la pluie, les flaques constituent une source d'eau douce, précieuse en ces lieux escarpés. Les damans passent leur journée tranquillement, sans craindre les fauves que doivent fuir leurs congénères vivant en zones plus arides. Ils ont donc tout loisir d'entretenir leurs liens sociaux et d'asseoir leur position hiérarchique dans le groupe. Le reste du temps, ils savourent la quiétude des lieux, le regard fixé sur le bleu de l'océan, cet espace immense d'où jaillit parfois des colosses marins. C'est à cette époque que les baleines franches australes viennent au large de l'Afrique du Sud, tantôt pour s'accoupler, tantôt pour mettre bas. Les mères accompagnent leurs petits près des côtes afin de le préserver de la forte houle du large. Dès leur plus jeune âge, les baleineaux voient des crustacés se fixer sur leur tête pour le plus grand bonheur des oiseaux marins. Ainsi, les côtes sauvages du sud-ouest du continent accueillent une vie diversifiée. Que ce soit en mer ou sur la terre ferme, les animaux trouvent toujours de quoi se nourrir. Et même si le climat est parfois tempétueux, quoi de mieux pour apaiser la faune que le spectacle rassurant d'un coucher de soleil sur l'océan? Car plus à l'intérieur des terres, il se murmure qu'un dragon règne sur les montagnes. Le Drakensberg, c'est-à-dire la montagne du dragon en afrikaner, est la plus imposante chaîne montagneuse de l'Afrique australe. Dominant des collines polies par l'érosion, émergent des murailles de roches dures. Ces falaises culminent à plus de 3000 mètres d'altitude. Sculptées par le vent, rongées par la pluie, ces parois abruptes résistent aux alizés de l'océan Indien depuis 20 millions d'années. À leurs pieds, les éboulis de roches tendres sont recouverts de prairies herbeuses, vertes en été et jaunes en hiver. Le relief tourmenté empêche la grande faune d'accéder à ce territoire reculé.
si bien que seul le chant des oiseaux résonne le long des falaises. La végétation clairsemée fournit de la nourriture aux petits mammifères et insectes qui supportent les importantes variations de température. Engourdis par le froid, les reptiles sont obligés de sortir de leur cachette pour s'exposer au soleil matinal. La présence d'un criquet agace un peu le serpent, car l'insecte ne rentre pas dans son régime alimentaire. De toute façon, il fait encore trop frais pour chasser. Les falaises offrent une protection naturelle pour les animaux qui ont su s'y adapter. C'est le cas des babouins qui se sont acclimatés à de nombreux biotopes en Afrique australe et vivent ici à 1800 mètres d'altitude. Comme tous les matins, cette tribu commence par une séance d'épouillage en attendant que le mâle dominant ne donne le signal du départ pour la cueillette. De leur côté, les plus jeunes s'adonnent à la gymnastique et découvrent comment leur aptitude corporelle leur permet de défier la pesanteur. À l'exception de quelques rapaces, il n'y a pas de prédateurs qui menaceraient leur vie. Cela n'empêche pas les mâles de monter la garde pendant que la tribu s'active. Les quelques arbustes peinent à fournir de l'ombre. Heureusement, en ce début de printemps, les nouvelles pousses constituent un mets de choix pour qui sait les cueillir. Depuis le sol, il suffit de tendre le bras, d'attraper les branches et d'en arracher les fleurs. Les plus gourmands préfèrent néanmoins escalader l'arbre afin de s'assurer que rien ne leur échappe. Pour s'entraîner, les petits babouins grimpent sur tout ce qu'ils peuvent. Mais il n'y a rien de mieux que le dos d'un adulte pour se promener. Les plus paresseux comprennent vite que le sens de l'équilibre, ça se travaille. À midi, lorsque le soleil cogne dur, la vigilance des gardiens donne quelques signes de faiblesse. La tribu opte alors pour une sieste à l'ombre, à peine troublée par le vagabondage des plus jeunes. Le silence règne alors sur les pentes du Drakensberg, écrasé par un soleil de plomb. L'espace désolé de ces hauts plateaux est parcouru par de nombreux canyons. C'est ici, à l'abri des intempéries, que les arbres du Drakensberg ont trouvé refuge. Plus les canyons sont étroits, plus ils abritent une végétation dense qui constitue parfois une véritable forêt. Car même en saison sèche, l'eau de pluie ruisselle des sommets jusqu'ici. Les rivières irriguent le fond du canyon et procurent à l'air une certaine humidité. Véritable oasis, cette forêt ombragée constitue un écosystème très riche, tant pour la végétation que pour la vie-faune. Les arbres sont si fortement peuplés que les passereaux doivent s'égosiller pour se faire remarquer, tel ce premier ops de Gurney. D'autres, comme le gonolec boubou, l'élégant bulbule brunoir, le choucador à oreillons bleus et le pigeon roussard, préfèrent demeurer discrets à l'abri du feuillage. En ce début de printemps, les fleurs sont partout et le parfum qu'elles dégagent évoque un nectar délicieux. Avec son bec court, le Zostérops du Cap doit attaquer les pétales par l'extérieur. Le bulbule tricolore, lui, choisit des fleurs plus faciles d'accès. Mais le champion toute catégorie est le Suimonga malakite, dont le long bec ne sert pas qu'à chanter. Lui seul peut pénétrer au cœur de la fleur sans en abîmer les pétales. Autre virtuose de dextérité, le tisserin du Cap. Cet oiseau sait parfaitement nouer des feuilles de façon à accrocher solidement ses nids. Une fois les dernières finitions effectuées, il attend qu'une femelle vienne visiter l'ouvrage. L'intérêt manifeste de celle-ci
est gage d'une nouvelle conquête. Au total, près de 250 espèces d'oiseaux viennent butiner les fleurs du Drakensberg. À la sortie du canyon, la rivière traverse une vallée plus large et moins boisée. Les passereaux ne s'aventurent qu'avec prudence sur ce terrain découvert, car ce ne sont pas les rares arbustes qui vont leur permettre d'échapper au regard acéré des rapaces. Heureusement, le maître de ces lieux est un charognard. Le gypaète barbu ne s'intéresse pas aux passereaux et se contente de récupérer des ossements qu'il brise en les laissant tomber sur une dalle rocheuse. Mais à peine a-t-il lâché son repas que d'autres charognards s'en approchent. Les corbeaux à nuque blanche n'ont pas un estomac capable de digérer les os, mais convoitent la moelle et les tendons. Le gypaète n'a pas l'intention de se laisser déposséder si facilement. Déployant ses 2,60 m d'envergure, il entend bien intimider les pique-assiettes. Mais à malin, malin et demi. Planquée à l'abri d'un rocher, la buse roue noire était en embuscade. Elle préfère d'ordinaire les proies vivantes, mais un repas tout prêt sera le bienvenu, surtout en cette saison. Le vol du gypaète s'appuyant essentiellement sur la portance des courants d'air ascensionnels, il est moins agile que les corbeaux. Débordés par leur nombre et peu enclins au combat, ils tentent de les chasser en effectuant de grands cercles au-dessus de la falaise. Cela l'entraîne malheureusement assez loin et laisse le temps aux plus audacieux de venir se servir. Mais à peine ont-ils pu avaler une bouchée que le grand rapace est de retour. Finalement, le plus persévérant des corbeaux comprend que la stratégie de la buse est la meilleure. Profiter de la diversion de ses congénères pour dérober le repas du gypaète. Lorsque le soir tombe, le calme revient sur les vallées du Drakensberg. Les falaises disparaissent peu à peu dans le brouillard, tandis que les températures chutent. Les nuages se font plus menaçants, comme pour signaler que bientôt, les tempêtes tropicales viendront défier la montagne du dragon. Toujours plus à l'est, le ciel fait grise mine au-dessus des collines du KwaZulu-Natal. Le retour de la saison des pluies se fait attendre. Alors les animaux patientent. En ce début de printemps austral, seuls les arbres dont les racines plongent jusqu'aux nappes phréatiques présentent un feuillage verdoyant. Car pour l'instant, les rivières n'ont que du sable à offrir. À 500 mètres d'altitude, le vent de l'océan apporte un peu d'humidité. Les buffles s'aventurent sur les versants les plus exposés, où ils peuvent dénicher de jeunes pousses. Malgré leurs 800 kilos et les cornes des mâles qui se rejoignent au sommet du crâne pour former un véritable casque, les buffles demeurent d'un naturel prudent. La moindre odeur les alerte. Surtout lorsque cela sent le fauve. Mais cette lionne, qui s'est un peu éloignée de ses sœurs, ne présente pas un danger immédiat. En pleine journée, elle a plutôt à cœur de se reposer tout en profitant d'un point de vue intéressant sur les alentours. Les buffles sont conscients qu'ils ne risquent pas grand-chose tant qu'ils demeurent groupés. En fait, c'est plutôt la lionne qui a intérêt à rester perchée pour le moment. Une famille d'impalas profite de la proximité rassurante des buffles, mais demeure aux aguets. Dans ces conditions, le félin préfère profiter tranquillement de sa sieste. Son seul souci consiste à trouver une position confortable. Les buffles aussi s'assoupissent aux heures les plus chaudes. C'est le meilleur moment pour ruminer au soleil.
Non loin de là, 4 jeunes lions reprennent des forces également. L'un d'entre eux a peut-être eu le malheur de recevoir un coup de tête de buffle, car son visage est tuméfié d'un côté. Qui a dit que le roi de la savane avait la vie facile? Il est vrai que la plupart du temps, les mâles laissent les lionnes chasser pour leurs troupes, d'autant qu'elles sont plus rapides qu'eux à la course. Mais ces jeunes lions sont sans doute nomades, c'est-à-dire qu'ils ont été chassés de leur groupe de naissance par un mâle dominant et qu'ils cherchent à présent un nouveau territoire où rencontrer des femelles. Il leur faut donc se nourrir seuls, ce qui est d'autant plus laborieux qu'ils sont inexpérimentés. En attendant leur chasse nocturne, ils somnolent au soleil. Dans le pire des cas, ils se rabattront sur des charognes dérobées à des prédateurs vulnérables. Finalement, en pleine journée, il n'y a que ce couple de bousiers qui se dépense. C'est le mâle qui pousse cette réserve de nourriture jusqu'à leur terrier. L'opération est complexe, mais le bousier, qui peut faire rouler l'équivalent de 1000 fois son propre poids, ne manque pas d'énergie. Il lui faut également éviter de tomber entre les mains des babouins qui n'hésitent pas à compléter leur régime alimentaire par des insectes bien dodus. Car si le primate enlace tendrement ce tronc, c'est pour mieux dénicher les larves planquées sous l'écorce. Contrairement à leurs congénères de la péninsule du Cap ou des montagnes du Drakensberg, les babouins qui vivent ici bénéficient de tous les avantages que leur procurent les grands arbres. Nourriture, terrain de jeu, observatoire et refuge. Néanmoins, la prudence rappelle au babouin qu'il n'est pas le seul à chercher sa nourriture dans les branchages. Et que parfois, il faut savoir céder sa place. Si les éléphants d'Afrique du Sud trouvent ici de quoi s'alimenter plus facilement qu'en Namibie, ils ne bénéficient pas pour autant des vastes marécages où se baignent leurs semblables dans le delta de l'Okavango. Aussi doivent-ils souvent se contenter de bains de poussière ou de boue, si le temps le permet. Mais ce ne sont pas les seuls pachydermes à apprécier les mares boueuses. Les rhinocéros s'en servent pour se débarrasser de leurs parasites et se rafraîchir. Tant qu'ils ne sont pas délogés. Même si les éléphants ne viennent pas sur cette mare pour le moment, les rhinocéros savent bien qu'il vaut mieux s'en éloigner. En effet, les éléphants détestent partager quoi que ce soit avec eux, car ils ne les apprécient guère. Qu'importe, ces deux-là sont déjà bien boueux. Le rhinocéros blanc se distingue principalement de son cousin noir par sa large lèvre supérieure qui lui permet de brouter au lieu de se nourrir de feuillage. Ce sont des animaux solitaires et territoriaux. Les couples ne restent ensemble que 15 jours. Lorsque les rhinocéros vont par deux, c'est souvent parce qu'il s'agit d'une mère et de son jeune. Elle protège son petit pendant 2 à 3 ans afin de lui laisser le temps d'atteindre une taille respectable à partir de laquelle il ne craindra plus les félins. Enfant unique, le jeune rhinocéros est timide. La rencontre avec un camarade un peu plus âgé lui procure une belle surprise. Il a vite fait de se réfugier auprès de sa mère. La curiosité l'emportant, il revient finalement fureter dans le coin, l'air de rien. Mais non, décidément, il est encore un peu jeune pour sociabiliser. Les rhinocéros blancs d'Afrique du Sud sont génétiquement très proches les uns des autres, car tous descendent des 20 derniers individus qu'il restait à la fin du 19e siècle. Heureusement, malgré le braconnage, l'espèce a été convenablement protégée au sein de réserves naturelles et elle est un peu moins menacée aujourd'hui. La densité augmentant dans les réserves, les confrontations sont plus fréquentes. Mais il s'agit souvent de joutes sans grande violence.
Assez logiquement, l'individu le moins massif et à la corne la moins longue déclare forfait. Pour décourager les braconniers, les biologistes de certaines réserves décident de couper eux-mêmes les cornes de leurs rhinocéros. Cela n'empêche pas l'éléphant de reconnaître son ennemi ancestral, même si celui-ci ne représente jamais une menace. Mais autant les éléphants tolèrent beaucoup d'animaux autour d'eux, même les lions, autant ils semblent avoir une véritable aversion pour les rhinocéros. Lorsqu'ils sont en rut, les jeunes mâles sont parfois agressifs. Il leur arrive même de tuer des rhinocéros qui ont le malheur de fréquenter le même point d'eau qu'eux. Ces grands animaux ont besoin de larges espaces vitaux et le fait de devoir vivre confinés dans des réserves implique hélas une cohabitation forcée avec les autres espèces. Heureusement, l'eau sera bientôt présente partout grâce à la saison des pluies qui s'annonce. Les vautours semblent déjà résignés à subir l'averse. Au contraire, le gymnogène d'Afrique et le calao trompette paraissent redouter les orages, car ceux-ci peuvent être violents dans ces régions tropicales. Pendant quelques heures, la nature devient effrayante, mais c'est pour son propre bien. Les animaux se taisent et se blottissent. Cette fois, c'est à la terre de boire. Quelques jours plus tard, les rivières ont retrouvé leur superbe. L'eau y coule à nouveau. C'est le début d'une période d'abondance dont profitent joyeusement les nyalas. Tandis que ces belles antilopes se désaltèrent, l'eau continue de s'écouler vers l'est, où elle se jettera dans l'océan Indien. En approchant de la côte, elle traverse et abreuve les dernières forêts tropicales du KwaZulu-Natal. Ces parcelles de nature préservée sont malheureusement les derniers vestiges de forêts primaires qui ont été ravagées par l'expansion humaine et le développement de l'agriculture. C'est au sommet de ces grands arbres, sur la canopée, que poussent fleurs et fruits. Ils attirent de nombreux oiseaux qui viennent se réchauffer au soleil matinal, tels ces barbicans oreillards. Le touracot à huppe splendide est à la recherche des fruits qui constituent l'intégralité de son régime alimentaire. En contrebas, le rôlier à long brun attend que la chaleur fasse sortir les insectes en espérant les attraper avant le guêpier nain. Lui n'est affamé que de reconnaissance. Le bulbul tricolore tente de se faire remarquer dans cette symphonie aviaire. Cette forêt résonne de chants d'oiseaux. Mais à quelques kilomètres de là, c'est un profond rugissement que l'on entend. Les alizés océaniques portent la litanie des vagues.
la frontière du Mozambique, les plages de sable s'étendent à perte de vue. L'océan Indien frappe les dunes et lors des fortes marées, réussit à s'immiscer dans les terres. C'est ainsi que se sont formées des lagunes d'eau saumâtre, plus calmes, où des mangroves ont pu se développer. Ce paradis écologique est alimenté en eau douce par les fréquentes averses tropicales, mais aussi par les quelques rivières qui se déversent ici. Tapi dans une végétation luxuriante, le crocodile du Nil étale ses 4 mètres d'écailles au soleil. Mais ce n'est pas le seul animal redoutable à se dissimuler sur la rive. La nuit, les hippopotames se dispersent sur le rivage pour se nourrir. Il leur arrive d'être encore présents sur la terre ferme au matin. C'est alors qu'ils peuvent représenter un danger pour l'homme. Mieux vaut éviter de leur faire obstacle lorsqu'ils retournent à l'eau. Le mâle dominant surveille de près le territoire où il garde son harem. Il commence donc par s'assurer que toutes ses femelles sont réunies avant de se joindre au petit groupe. Alors que les jeunes sont plutôt joueurs, les adultes n'aspirent qu'à se serrer les uns contre les autres pour se servir mutuellement d'oreillers. Ils ont ainsi tout le loisir de s'assoupir en gardant les narines émergées. L'embouchure des rivières attire également des oiseaux qui se nourrissent de poissons, de larves et de mollusques. C'est ainsi que le héron cendré, le pélican gris, le spatule d'Afrique et le tantalibis n'hésitent pas à côtoyer les crocodiles. Les dunes protègent un peu l'intérieur des terres des embruns marins. Mais les alizés soufflent parfois si fort que même les lagunes sont balayées par de violentes rafales. Le temps peut alors changer rapidement. Pour les antilopes vivant ici, tels les kobs à croissant et les nyalas, la saison humide ne représente pas le même soulagement que pour ceux vivant dans les régions arides au nord du pays. Les averses tropicales n'ayant rien d'agréable, le mieux est encore de ruminer tranquillement en attendant que cela passe. Les rhinocéros aussi prennent leur mal en patience. La seule à continuer à s'activer sous le mauvais temps est une habituée des zones humides. La cigogne épiscopale saisit l'occasion pour chasser grenouilles et petits reptiles. Mais lorsque son plumage est trop mouillé, elle-même capitule. Tout comme le barbican promépique, qui sait qu'il ne trouvera pas d'insectes dans ces conditions. Les oiseaux de bord de rivière, dont le plumage est imperméable, comme ce couple de martins-pêcheurs-pies ou cette aigrette neigeuse, ne sont guère gênés par les pluies de faible intensité. Dans les zones boisées, les mammifères s'abritent sous le feuillage. Les vervets, d'habitude si dynamiques, sont contraints d'attendre la fin de l'averse. Ils regardent fréquemment le ciel, comme pour implorer le retour du soleil. Heureusement, certains arbres leur offrent de quoi passer le temps. Sitôt la pluie finie, les plus impatients retournent à terre, mais ont vite fait de déchanter face aux bains de boue qu'ils découvrent. Les crabes de mangrove, eux, ne craignent ni la boue ni les intempéries. Ces farouches crustacés jouent un rôle important dans cet écosystème. Leurs larves nourrissent de petits poissons, les galeries qu'ils creusent oxygènent le sol et leur déjection le fertilise. Même s'ils poussent les pieds dans l'eau, les végétaux profitent de la pluie car cela diminue la salinité du marais. À présent, les fleurs n'attendent plus que le retour du soleil pour s'épanouir pleinement. Dès les premiers rayons, la nature bruisse à nouveau. Autour de la lagune, la vie se manifeste de plus belle. Pour cette jeune girafe, l'avenir est plein de promesses, à condition de pouvoir grandir rapidement. Pour renforcer son immense squelette, le girafon doit absorber au moins 20 grammes de calcium par jour. Cette terre sédimentaire lui apporte les sels minéraux dont il a besoin
même si cela n'est guère agréable ni à ramasser, ni à avaler. L'instinct le pousse néanmoins à réitérer l'exercice. C'est au prix de cet effort que ce jeune mâle mesurera bientôt 5 mètres de haut. Il sera alors en mesure, lui aussi, d'arpenter la plaine avec l'élégance de ses grandes enjambées. Les girafes vivent en groupe et préfèrent déambuler en milieu ouvert. Cela leur permet de mieux repérer les lions, si d'aventure ils osaient s'en prendre à elles, mais aussi de s'observer mutuellement. Les mères surveillent leur unique petit, tandis que les mâles convoitent les femelles qui pourraient devenir mères à leur tour. Régulièrement, le mâle dominant renifle la femelle pour guetter son passage en œstrus. Il retrousse ensuite les lèvres pour affirmer sa revendication face aux autres mâles. Ainsi, dès lors qu'elles résident en réserve naturelle, comme c'est souvent le cas en Afrique australe, les girafes mènent une vie paisible. Ici, leur population est stable, alors que pourtant, à l'échelle du continent africain, 40% des girafes ont disparu ces 30 dernières années. N'y aura-t-il bientôt plus que des zèbres pour brouter la savane ? Lorsque le soleil se couche sur la lagune, les amphibiens s'éveillent. Les antilopes, elles, semblent paisiblement savourer la nouvelle journée qui vient de s'écouler. Le soleil qui se couche leur rappelle que chaque jour peut être le dernier. Demain, il leur faudra survivre à nouveau, se nourrir, trouver de l'eau, rencontrer des partenaires, échapper aux prédateurs, se débarrasser des parasites. En fin de compte, il n'y a là rien d'insurmontable pour la vie sauvage, habituée à composer avec la générosité, mais aussi avec les caprices de la nature. Les animaux comptent sur leur instinct, leur expérience, peut-être aussi sur la chance. Alors quand vient le soir, la faune a besoin de se reposer. C'est le moment pour savourer l'habitat auquel elle est si intimement liée. Chaque parc et réserve animalière constitue un havre de paix, préservé du fracas du monde. Un monde où chaque écosystème contribue à la richesse de la nature et où la faune sauvage mérite de garder sa place. En échange, même les plus puissants animaux ne nous demandent rien. Rien d'autre que le respect de leur tranquillité. Rien d'autre que le droit de continuer à vivre sur une planète désormais confisquée par les hommes.